Maintenant, je vais revenir sur les plans d'expérience parce que dans le fond, la parenthèse sur l'optimisation des hyperparamètres, c'est une façon de faire certains types d'expériences, mais qui sort un peu du contexte plus classique des plans d'expérience. Il faut se poser des questions, faut avoir une certaine rigueur, une certaine organisation lorsqu'on fait des plans d'expérience pour s'assurer qu'on fait bien nos tests. Donc, il y a différents principes de base lorsqu'on fait des plans d'expérience. Le premier, c'est de randomiser. Parce que s'il s'avère que l'ordre dans lequel on fait certaines choses influence la performance, mais on ne veut pas ça parce que c'est un facteur de nuisance. Si un ordre quelconque influence le résultat, puis cet ordre-là n'a pas vraiment rapport avec la tâche qu'on veut faire, mais on veut pas que ce soit la nuisance qui va biaiser nos résultats. Un exemple de ça qui sort clairement du contexte d'un cours d'apprentissage automatique, c'est plus dans un contexte d'une machine, dans une usine ou une machine quelconque, une vraie machine avec un moteur qui requiert donc un certain temps avant d'avoir la bonne température parce que lorsqu'elle est trop froide, elle ne performe pas de la même façon que lorsqu'elle est chaude. Et donc, s'il s'avère qu'on fait des expériences sur cette machine-là, puis qu'on ne randomise pas les configurations qu'on fait par rapport au temps, bien, il peut s'avérer que les premières configurations, si elles sont liées entre elles, elles soient toutes produites lorsque le moteur est froid. Donc, ce ne sera pas les mêmes résultats que lorsque le moteur est chaud. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Puis, ce qu'il faut faire, peut-être l'approche la plus intéressante, c'est de dire, on ne va pas tester toute une famille d'hyperparamètres à peu près proches dans les mêmes valeurs en même temps. On va les tester en les distribuant dans le temps. Si le temps est un facteur ayant une influence. S'il n'y a pas d'influence, on reste régulier, ça va. Il y a plein d'autres notions comme ça. C'est peut-être l'ordre de présentation des données. Donc, ça, c'est, euh, c'est important. Donc, ce n'est pas dans l'exécution des expériences, c'est un autre élément qu'il faut avoir en tête, mais ce n'est pas exactement la même chose ici. Parce que généralement, nous, on a l'avantage en logiciel de ne pas être soumis à des contraintes environnementales importantes, en autant que l'environnement soit raisonnable, qu'il y ait de la puissance électrique, qu'il y ait de la dissipation de chaleur, une machine va fonctionner de façon très uniforme dans le temps normalement. Euh, Ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on veut pouvoir reproduire, donc on veut que les résultats soient constants d'une fois à l'autre avec exactement la même configuration. Donc, comment on peut s'assurer que ça soit fiable? Euh, donc, on veut rouler le même algorithme plusieurs fois, peut-être avec possiblement différents échantillonnages de jeux de données, si on fait de la validation croisée ou si on fait même la validation directement entraînement-test. C'est bon de regarder les résultats en faisant différents partitionnements, euh, en manipulant les données de façon aléatoire pour s'assurer qu'on ne soit pas soumis au facteur de nuisance qui est le partitionnement de nos données en entraînement et en valeur de test. On peut aussi vouloir colmater donc les facteurs de nuisance, les facteurs incontrôlables qui influencent notre expérience. Euh, on veut comparer, donc on veut éviter des situations qui pourraient être évitables. Un exemple qui est quand même subtil, c'est de dire que si on compare plusieurs modèles entre eux, puis la configuration est exactement la même pour tous les modèles, mais les valeurs des générateurs de nombres aléatoires qui sont configurés par une graine, une seed, ne sont pas les mêmes. Et donc là, ce que ça veut dire que pour l'algorithme A, on va entraîner avec 10 partitions aléatoires, mais ces 10 partitions aléatoires-là ne sont pas les mêmes que les 10 partitions aléatoires qu'on a pris pour l'algorithme B. Donc, ça se peut que dans certaines partitions, ça a une influence importante sur les résultats qui va nous amener peut-être à conclure quelque chose qui est faux. Donc, une façon de colmater ça, c'est de dire, oui, les partitions sont faites aléatoirement, mais on va utiliser les mêmes partitions. Donc, soit en partageant la graine du générateur de nombres aléatoires, ou soit carrément de générant les jeux de données a priori en partition, entraînement, validation, puis que les deux méthodes ou toutes les méthodes qu'on va comparer vont être entraînées sur exactement les mêmes partitions. Donc, on ne va pas refaire des partitions dans les mêmes conditions, mais différentes. On va les garder
identiques. Donc ça nous permet de colmater et de s'assurer qu'on n'aura pas d'influence associée à cet aspect aléatoire-là. Donc, lorsqu'on fait des expérimentations en apprentissage, il y a différentes directives. La première, c'est de dire qu'on veut établir l'objectif de l'étude. Donc, on dit qu'est-ce qu'on veut faire précisément? Est-ce qu'on veut estimer l'erreur d'une méthode sur un certain problème? Ça arrive, c'est de dire qu'on veut faire cette tâche-là. Il y a différents modèles où on a un modèle sous la main, on aimerait mesurer la performance du modèle sur ce problème-là. Bien, donc là, ça, c'est notre objectif. On peut aussi vouloir dire qu'on va comparer différentes méthodes. On va faire une analyse expérimentale de plusieurs méthodes pour résoudre un certain problème. Là, c'est de savoir est-ce qu'un algorithme particulièrement est meilleur que les autres. Si on en propose un, puis on compare à 4 autres qui sont été proposés dans la littérature, on veut souvent démontrer que le nôtre performe aussi bien, sinon meilleur que les autres. Ou on peut juste vouloir en comparer deux ensemble ou comparer plusieurs valeurs ensemble. Donc, une fois qu'on a établi les objectifs, on veut sélectionner les variables de réponse. On va dire sur quoi on se base pour mesurer la performance. Donc, on peut regarder l'erreur de classement, l'erreur quadratique en régression, etc. On peut avoir des fonctions de perte arbitraire, différentes choses sont possibles. Le troisième élément à regarder, c'est les facteurs. Donc, à quel niveau on va travailler, puis c'est quoi les différents facteurs. Les hyperparamètres, c'est souvent très important, ça détermine beaucoup de choses. Les algorithmes d'apprentissage, là, c'est plus délicat, mais on peut vouloir faire des comparaisons de différents modèles, ça c'est très fréquent. Mais en faisant quand même un effort pour que chacun de ces modèles-là, ces algorithmes-là, soient comparés de façon juste, qu'on ait mis un effort raisonnable de part et d'autre. On peut aussi jouer avec les jeux de données. Donc, on peut avoir différents jeux de données, on peut les manipuler différemment, puis voir c'est quoi l'effet. Puis c'est quoi l'influence. Après ça, on veut aller faire le choix du design du plan d'expérience. Donc, idéalement, on veut faire un design factoriel, une recherche en grille, à moins d'être certain qu'il n'y a aucune interaction. S'il n'y a aucune interaction, on peut y aller. Ou on peut faire des trucs hybrides où il y a une partie qui est exhaustive, une partie qui est fixée. Fait que le nombre de reproductions, généralement, est inversement proportionnel à la taille du jeu. Donc, si on a des très gros jeux de données, on va faire moins d'expérience parce que le gros jeu de données nous donne déjà des résultats fiables. Quand même une très bonne valeur, alors que des petits jeux de données, il faut souvent les reproduire souvent. Il faut évaluer les performances en ce sens-là parce que sinon, ça va pas aller. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut vouloir, par exemple, dire qu'on va prendre des jeux de données synthétiques, des jeux de données disponibles sur Internet qui ne sont pas vraiment des jeux de la vraie vie, ou bien ça peut être tiré du vrai monde, du monde réel, mais ils sont quand même de petite taille. Le but, c'est de s'assurer, de mesurer les performances sur ces jeux synthétiques-là, ces jeux jouets, puis ensuite, à la fin, on pourra faire un test avec les vraies données, quand on aura quand même bien débogué notre approche, s'assurer que ça fonctionne bien, qu'on a une bonne méthode, que l'ensemble de la démarche est bonne. Ensuite, ce qu'on peut vouloir regarder, c'est de quelle façon on fait nos expériences. Donc, souvent, c'est bien de faire quelques expériences préliminaires pour s'assurer que tout va comme prévu, qu'on est correctement organisé pour ça. Des fois, on peut faire des expériences qui sont exigeantes en calcul, ça prend des heures de traitement, fait que là, on veut faire des sauvegardes d'état intermédiaires, ce qu'on appelle des checkpoints. Donc, de sauvegarder sur le disque, quelque part, l'information sur le résultat à tel moment dans l'apprentissage, sachant que ça prend des heures, mais on va sauver ces heures-là s'il y a une erreur ensuite. Généralement, les expériences doivent être reproductibles. On doit être capable de dire qu'un résultat qu'on obtient, on le régénère plusieurs fois. Si c'est arrivé une seule fois et on n'a pas eu d'autres résultats, que ce soit un bug, soit que ce n'est pas ce qu'on pensait. Donc, généralement, il faut être capable de reproduire ça. Donc, on fait aussi des comparaisons de bonne foi. Trop souvent, je vois des cas où on propose une nouvelle méthode, une variation sur une méthode. On l'ajuste très finement. Là. Le travail qui est fait pour ajuster les hyperparamètres est très, très détaillé, mais on ne fait pas le même effort pour les autres approches avec lesquelles on se compare. Puis si ces approches-là n'ont pas été conçues pour les données à lesquelles on s'intéresse, ça ne va pas aller. Donc, on ne pourra pas... on ne peut pas dire que ça a été juste, on ne peut pas dire que A est meilleur que B, sachant que A a été ajusté finement par des
des heures et des heures de travail plus des jours de calcul versus une autre approche qui est établie comme étant un baseline, mais qu'on n'a pas ajusté vraiment les hyperparamètres. On a appelé la fonction telle qu'elle dans scikit-learn, en lui laissant les hyperparamètres par défaut qui n'étaient pas appropriés du tout pour le problème dans lequel on voulait faire. Puis on voit que les résultats ne sont pas bons, mais ça veut juste dire que l'effort pour faire marcher l'autre approche n'a pas été fait. On veut aussi faire des analyses statistiques des données. Ça, c'est important, puis on va en voir à la fin du cours. On veut que les résultats ne soient pas subjectifs. On ne veut pas que ce soit le produit du hasard. On veut que ce soit vraiment des résultats probants où on a une évaluation de l'incertitude. Donc, on va faire des tests d'hypothèse. On va dire, est-ce que l'erreur de A est significativement plus basse que celle de B? Puis, si la réponse est non, on dit que oui, A est meilleur que B, mais ce n'est pas significatif. Fait qu'on ne peut pas conclure quoi que ce soit sur la supériorité de A versus B. Donc, une fois qu'on a toutes les données, qu'on a fait des expériences en bonne et due forme, on peut tirer nos conclusions. Donc, il y a différentes conclusions qu'on peut tirer. Puis, une des conclusions les plus fréquentes, c'est de dire ça prend plus d'expérimentation. Donc, ça nous exige parfois de revenir puis de recommencer. Donc, de refaire toutes les étapes en faisant des ajustements, en disant ça ne marche pas à cause de X, Y, Z, où il y a une certaine circonstance qui fait en sorte que ça n'a pas fonctionné ici. On va recommencer, puis on va le refaire en corrigeant les choses. Donc, c'est important de ne pas investir toutes les énergies à compléter une étape du premier coup. On réussit rarement du premier coup. Et dans ce contexte-là, il faut se permettre de recommencer et de réviser les choses pour y arriver.